Les responsabilités liées au duché de Cornouailles, que j'assume depuis plus de 50 ans, l'annonce est arrivée à l'aube, formulée avec sobriété, mais dévastatrice. Le roi Charles et le prince William avaient publié des nouvelles de la princesse Catherine, des nouvelles que le palais espérait ne jamais avoir à rendre publiques. Et dans quelques minutes, toute une nation comprit qu'un événement irréversible s'était produit. L'annonce à l'aube. Tout commença à 7h08 du matin, par une journée glaciale de décembre, alors que le givre recouvrait si épais les pelouses du palais de Kensington qu'on aurait dit que l'hiver s'était abattu sur Londres pendant la nuit. Le soleil se levait à peine, une pâle traînée de lumière bordant l'horizon, ténue et hésitante, comme si même l'aube rechignait à percer le silence qui régnait sur les demeures royales. La ville commençait à peine à s'éveiller. Les bus sifflaient sur leurs trajets matinaux, les usagers serraient leurs écharpes contre leurs visages, et une fine brume planait sur la Tamise, comme un souffle à demi oublié. Pourtant, à l'intérieur du palais, le calme était déjà rompu. À 7h04, une alerte circulait dans le service de communication. Une fiche d'information blanche et sans fioriture, ornée seulement des armoiries royales en relief, se répandait à une vitesse inhabituelle. Pas de surlignage, passe de code, juste un titre imprimé en caractères gras et sans équivoque. Déclaration conjointe de Sa Majesté le Roi et du Prince de Galles concernant la Princesse de Galles. Le personnel s'arrêta net, on sentait le changement dans l'air. Les annonces royales sont fréquentes, mises à jour sur les engagements, les agendas, les parrainages. Mais celle-ci avait une gravité telle qu'elle fit même se redresser les conseillers les plus aguerris. Le langage du palais revêtait une gravité particulière lorsqu'un événement irréversible s'était produit, et chacun l'avait immédiatement perçu. À 7h08, le communiqué fut diffusé. Il était bref, trop bref, et c'est précisément cette brièveté qui le rendit dévastateur. Face aux pressions croissantes et persistantes exercées sur le rôle public de la princesse de Galles et en tenant compte de ses responsabilités à long terme, Sa Majesté le Roi et le Prince de Galles ont décidé que la princesse se retirerait indéfiniment de tous ses engagements publics, sans explication, sans formule atténuante, sans promesse de retour. Juste une phrase finale, prononcée avec la gravité de la décision de deux hommes conscients de son impact. Cette décision reflète la nécessité de préserver la stabilité de la couronne et le bien-être de ceux qui la servent. En moins d'une minute, les téléphones ont vibré dans tout le pays. Les présentateurs de la BBC ont cligné des yeux intensément avant d'interrompre le programme matinal. Les journalistes de Sky News ont pressé leurs doigts dans leurs oreillettes, cherchant des informations. À Manchester et à Bristol, les animateurs radio se sont empressés de vérifier le texte avant de le lire à haute voix, la voix étranglée par l'émotion. À Édimbourg, une femme attendant son bus a murmuré « Mon Dieu, ils l'ont vraiment dit !» À Cardiff, une enseignante retraitée a murmuré à son mari « Ce n'est pas temporaire, c'est impossible !» À Belfast, un commerçant a secoué la tête et a déclaré « S'il l'annonce comme ça, c'est que quelque chose se tramait. » Les nouvelles tragiques n'arrivent pas toujours au son des sirènes ou en grande pompe. Parfois, cela tient en un seul paragraphe, lâché à l'aube, avec un ton définitif qui laisse le public en quête d'explications que le palais refuse de fournir. De l'autre côté de l'Atlantique, les chaînes d'information ont réagi encore plus vite. Sur CNN, une présentatrice s'est interrompue en plein milieu d'une phrase, les yeux écarquillés à la vue de la déclaration apparue sur son écran. Sur CBS, un commentateur a poussé un soupir de soulagement et a déclaré « C'est sans précédent. La mise en retrait indéfinie de la princesse de Galles, c'est un bouleversement majeur. » Sur MSNBC, un panel s'est plongé dans ce silence stupéfait qui s'installe lorsque les spéculations ne semblent plus appropriées.
mais personne n'en a ressenti l'impact plus profondément que les membres de la famille royale elle-même. À Clarence House, Charles était assis dans son bureau privé, la lumière matinale projetant de longues ombres sur le tapis. Il savait que ce jour arriverait. Il avait lui-même signé la déclaration tard la veille au soir. Mais savoir et ressentir sont deux choses différentes. Et tandis qu'il tenait la page imprimée, il ressentit à la fois le poids de la couronne et la douleur d'un père qui n'avait jamais souhaité que ce moment arrive. À Windsor, William se tenait près de la fenêtre de son bureau privé, observant le givre se former sur la vitre. Il ne dit mot, ne bougea pas. La déclaration avait été préparée avec son entière participation, guidée par son exigence de clarté, de dignité et de vérité. Pourtant, la voix diffusée, les gros titres s'enflammaient, les mots se propageaient sur les écrans et les ondes. C'était comme assister à la révélation d'une ligne qu'il n'aurait jamais voulu tracer, gravée dans la pierre. Il avait farouchement protégé Catherine pendant des années, en cassant pression, critiques, spéculations et regards du monde entier. Mais il arrive un moment où la protection exige de renoncer à l'illusion du contrôle. Et cette déclaration marquait ce moment. Dans les couloirs du palais, les murmures se propagent rapidement. Ce n'est pas une simple pause, c'est la fin. Il ne l'aurait pas formulé ainsi si quelque chose n'avait pas été véritablement brisé. William devait être anéanti, mais ce n'était pas de l'anéantissement, pas vraiment. C'était une détermination qui recouvrait un chagrin immense, celle qui s'installe en une personne lorsqu'elle sait avoir fait ce qu'il fallait, même si cela lui a coûté très cher. Pendant des années, Catherine avait été le pilier de la monarchie, une présence constante, une discipline discrète, l'incarnation du devoir sans ostentation. Elle apportait une grâce sur laquelle l'institution s'était appuyée, sans que l'on prenne pleinement conscience du poids qu'elle portait. Et un poids, lorsqu'il n'est pas assumé, s'accumule. Ce qui rendait cette annonce si tragique, ce n'était ni un événement isolé, ni une rupture soudaine, ni une révélation catastrophique. C'était la reconnaissance, enfin, que le fardeau était devenu trop lourd, trop implacable, trop accablant pour qu'une seule personne puisse continuer à le porter sans conséquence. Le palais avait hésité à le dire ouvertement. Guillaume avait résisté encore plus longtemps. Mais la vérité, comme l'hiver, finit par s'imposer. À 7h15, une petite foule s'était rassemblée devant les portes du palais. À 7h23, les auditeurs des radios peinaient à contenir leur émotion. À 7h30, les gros titres internationaux présentaient l'événement comme un tournant pour la monarchie. Et au fil de la matinée, une évidence s'est imposée à travers la Grande-Bretagne, aussi glaciale que le froid lui-même. La princesse Catherine, pilière, symbole, force tranquille, se retirait du monde qu'elle avait défendu avec un dévouement extraordinaire. Et la monarchie, peut-être pour la première fois depuis des décennies, paraissait fragile d'une manière douloureusement humaine. Des semaines d'inquiétude sourde. Pour comprendre l'impact dévastateur de l'annonce faite à 7h08, il faut revenir aux semaines calmes et tendues qui l'ont précédée. Ces semaines où des signes subtils ont commencé à apparaître, tels des craquelures sous la glace hivernale, à peine perceptibles au premier abord, mais indéniables pour ceux qui évoluaient depuis longtemps au sein de la famille royale. Tout a commencé à la mi-novembre, lorsque le palais a publié une liste d'engagements mise à jour, supprimant discrètement plusieurs apparitions auxquelles Catherine était attendue depuis longtemps. Aucune explication ne fut donnée, seulement une formule polie évoquant des modifications d'horaire, le genre de formulation employée lorsque l'institution espère que le public ne s'enquérera pas trop des raisons de ces changements. Mais au sein du palais, parmi les conseillers qui avaient vu Catherine s'acquitter de ses fonctions, avec une constance inébranlable pendant plus d'une décennie, l'inquiétude commençait déjà à se faire sentir. Elle avait toujours été fiable, ponctuelle, d'une élégance irréprochable, même les jours les plus difficiles. Mais cette fois, elle semblait s'effacer discrètement. William le remarqua en premier, comme toujours.
Il y avait des soirs où elle se retirait plus tôt que d'habitude, des matins où son emploi du temps commençait plus tard, des moments entre deux obligations où elle semblait sombrer dans un silence plus profond qu'une simple fatigue. Il lui demanda d'abord avec douceur si elle souhaitait ralentir le rythme, mais Catherine, conditionnée par des années de discipline royale, balaya la question d'un revers de main avec sa grâce habituelle, sans pour autant en révéler toute la vérité. Ces dernières années, ses obligations avaient considérablement augmenté, non pas progressivement, mais de façon exponentielle. Chaque engagement exigeait préparation, diplomatie, sang-froid en public et stabilité émotionnelle. Outre ses devoirs publics, il y avait les pressions invisibles pour le public, les réunions privées, l'incessante coordination d'œuvres caritatives, la délicatesse politique constante de son rôle et l'attente tacite qu'elle incarne l'idéal de la royauté moderne. L'oppression, autrefois imperceptible, commençait à se faire sentir. Pendant ce temps, les conseillers de Charles suivaient la situation avec une anxiété croissante. Fin novembre, des rapports internes sur la charge de travail de Catherine la décrivaient comme structurellement insoutenable à long terme, évoquant les fluctuations de l'attention médiatique mondiale, l'intensité des spéculations en ligne et la dépendance du palais à l'égard de sa visibilité pour stabiliser l'opinion publique. Un conseiller principal a glissé une note sans détour dans un dossier confidentiel. Nous dépendons beaucoup trop de la présence de la princesse. Si les tensions persistent ou augmentent, le système s'adaptera à son absence plutôt qu'à son implication. Charles relut ce passage 2 fois. En tant que roi, il avait vu la monarchie traverser scandales, tempêtes politiques et bouleversements liés aux attentes des générations, mais il comprenait que le rôle de Catherine était devenu plus que symbolique. Elle était le pilier discret qui maintenait l'image de l'institution à travers les périodes de turbulence. Et l'idée de perdre cette présence, même temporairement, lui faisait prendre conscience de la fragilité de leur stabilité. Puis vinrent les preuves. Les médias américains commencèrent à intensifier leur couverture des relations au sein de la famille royale, notamment des articles concernant Catherine, des récits recyclés, des allégations infondées et des commentaires spéculatifs qui brouillaient souvent la frontière entre fiction et réalité. Les analystes numériques du palais constatèrent une tendance inquiétante. Des pics de désinformation concernant Catherine se produisaient par vagues coordonnées, souvent quelques heures seulement après d'importants engagements royaux. Plusieurs conseillers ont décrit ce phénomène comme un cycle parallèle, une série de récits visant à détourner l'attention des activités officielles de la famille royale pour la recentrer sur des histoires sensationnalistes. William recevait ses notes d'information numériques dans sa boîte mail, sécurisée tard dans la nuit, et chaque fois qu'il les consultait, la tension dans son regard s'intensifiait. La monarchie entrait dans une période où la patience du public s'amenuisait. Les médias internationaux étaient vides d'informations, et le moindre faux pas pouvait anéantir des mois de travail minutieux. Catherine, malgré son élégance habituelle, en subissait les conséquences les plus graves. L'équipe de communication du palais tentait de la protéger, mais cette protection a ses limites lorsque le public a appris à décrypter les non-dits. Parallèlement, la secrétaire particulière de Catherine modifiait subtilement son emploi du temps, annulant un engagement en soirée dans le Berkshire, reportant un événement caritatif auquel elle était personnellement impliquée depuis des mois et réduisant son implication dans une initiative hivernale qu'elle avait défendue plus tôt dans l'année. Chaque changement s'accompagnait d'excuses discrètes de la part du personnel, mais Catherine ne manifestait jamais de frustration. Au contraire, elle semblait soulagée, ce qui inquiétait ses proches. Les inquiétudes, d'abord contenues, se firent plus pressantes lorsque des conseillers royaux de haut rang commencèrent à murmurer à propos de son absence à une réunion à huis clos prévue à Windsor.
Elle manquait rarement ses réunions. Son siège resta vide ce matin-là, et le silence qui l'entourait imprégnait la pièce d'une vérité indicible. Quelque chose se détériorait. William, s'efforçant de garder son calme, expliqua brièvement qu'elle examinait des documents à distance, mais Anne, qui avait vu se défaire plus de cycles royaux que quiconque, échangea avec Charles un regard qui en disait long. La monarchie s'enfonçait dans une spirale dangereuse. Trop d'exigences, trop peu de soutien, une pression narrative excessive et une reconnaissance insuffisante de son coût humain. À mesure que le mois de novembre avançait, même l'entourage de Catherine commençait à le ressentir. Ils remarquèrent qu'elle hésitait davantage avant d'entamer ses engagements publics, que son sourire, toujours sincère, tardait à apparaître, et que sa posture, toujours élégante, était empreinte d'une inquiétude indicible. Ils avaient remarqué qu'elle se retirait plus tôt lors des réunions de famille du soir, se contentant de murmurer des remerciements avant de se retirer dans son salon privé. Ils avaient remarqué la façon dont William rôdait près d'elle dans les couloirs, comme pour lui demander silencieusement si elle souhaitait se confier à lui, sans poser la question à voix haute. Et le signe le plus clair fut peut-être le refus discret de Catherine d'une réunion de planification prévue pour un projet important du printemps. C'était une réunion qu'elle avait anticipée, une réunion qu'elle avait contribué à organiser, mais lorsqu'on le lui rappela, elle dit simplement, d'une voix douce qui fit hésiter son secrétaire particulier, « Pas aujourd'hui, s'il vous plaît ». Cette phrase, courte et discrète, résonna dans le palais comme une cloche invisible. À la fin novembre, les premiers signes d'inquiétude étaient devenus indéniables. Chaque conseiller le pressentait, chaque membre important de la famille royale le ressentait, même ceux qui n'en avaient pas été informés ouvertement comprenaient que quelque chose se tramait en coulisses, quelque chose qui ne pouvait être résolu par un simple réaménagement des agendas ou une modification du discours public. Et pour William, voyant la pression s'accumuler autour de celle qui avait porté tant de fardeaux pendant si longtemps, la réalité devenait chaque jour plus pesante. La couronne exigeait plus que ce que quiconque pouvait donner. Et Catherine, loyale, dévouée, digne Catherine, atteignait ses limites, d'une manière qu'aucun d'eux ne pouvait plus ignorer. Le point de rupture s'est produit à huis clos. Ce point de rupture n'est pas survenu dans les cris ni les déclarations dramatiques. Il a émergé dans le silence pesant, entre des mots soigneusement choisis, dans des pièces où l'air lui-même semblait écouter. Tout commença par un après-midi sombre de fin novembre, lorsque la lumière hivernale sur Londres se fondit en une brume grisâtre et terne, de celle qui estompe les contours de l'horizon, et rendent de même les couloirs du palais plus étroits et plus froids. Cet après-midi-là, les membres les plus importants de la famille royale se réunirent dans la salle 1844 du palais de Buckingham, une salle dont les murs avaient été témoins de générations de négociations, de crises, de réconciliations et de décisions qui avaient façonné la survie de la monarchie. La réunion avait été convoquée par Charles lui-même, après avoir examiné une nouvelle série de rapports internes détaillant les pressions croissantes exercées sur Catherine dans le cadre de son rôle public. William arriva le premier. Il se tenait près des hautes funérailles, les mains légèrement jointes derrière le dos, le regard perdu dans la cour, où les dernières feuilles d'automne s'accrochaient obstinément à leurs branches. Il paraissait serein, comme toujours, mais le silence qui l'entourait semblait plus pesant que d'habitude, comme s'il retenait en lui quelque chose qu'il craignait de voir se briser. Anne entra ensuite, vive et directe, son expression empreinte du même calme résolu qu'elle avait conservé durant des décennies d'épreuves royales. Un seul regard posé sur William lui suffit pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple discussion d'ordre pratique. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel, à la croisée du devoir et du chagrin. Camilla entra quelques instants plus tard, sa présence empreinte d'une sérénité imperturbable,
Au fil des années, elle avait appris à distinguer les tensions habituelles du palais d'une véritable crise. Elle pressentit aussitôt qu'il s'agissait de cette dernière. Quand Charles entra, l'atmosphère changea. Il se déplaçait lentement, non par faiblesse, mais sous le poids des responsabilités qui pesaient sur lui de toutes parts. Le trône, l'institution, la famille, le public, et désormais l'inévitable vérité. Catherine, celle qui avait porté le poids des attentes royales, luttait contre un fardeau invisible que nul n'avait pleinement reconnu. Le secrétaire particulier ouvrit la réunion, un épais dossier à la main, rempli de rapports, d'analyses et de synthèses de surveillance numérique. La première page à elle seule suffit à faire monter la tension dans la pièce. Un graphique illustrant l'escalade incessante de l'attention médiatique internationale portée contre Catherine ces 6 derniers mois. Il montrait des pics de spéculation, des cycles de désinformation et d'intenses vagues d'attente du public qui s'intensifiaient après chaque engagement royal majeur auquel elle participait. « C'est intenable !» dit le secrétaire d'une voix calme, prudente mais ferme. La princesse est devenue le point central de tous les récits internationaux concernant la couronne, et la pression s'accentue. La mâchoire de William se crispa, seul signe visible de la tempête qui grondait sous son calme apparent. Anne se pencha en avant et demanda à voir la section suivante. Il s'agissait d'un compte-rendu détaillé de l'emploi du temps modifié de Catherine, énumérant les engagements reportés, les apparitions annulées et les réunions internes auxquelles elle s'était discrètement retirée. Pendant des années, Catherine avait maintenu un rythme effréné, comparable à celui des membres les plus aguerris de la famille royale, tout en élevant une jeune famille et en préservant une image de sérénité que la presse traitait rarement avec indulgence. Mais à présent, le schéma était clair. Elle se retirait petit à petit, étape par étape. Anne posa le papier en retenant son souffle. « Si nous persistons dans cette voie, a-t-elle déclaré, nous risquons de la voir disparaître définitivement de la vie publique. Et plus grave encore, nous risquons de compromettre irrémédiablement son bien-être. » Un silence de mort s'est abattu sur la salle. De tous les membres de la famille royale, Anne était la moins encline aux formules dramatiques. Lorsqu'elle déclarait qu'une chose était dangereuse, c'est qu'elle l'avait soigneusement évaluée et qu'elle avait constaté la réalité de la menace. Camilla prit ensuite la parole. Elle prit le dossier, ses doigts effleurant les pages épaisses, comme pour se préparer. Sa voix était douce, mais assurée. La pression qui pèse sur Catherine n'est pas comparable à celle que nous avons subie il y a 20 ans. C'est féroce, c'est constante, et c'est mondial. Elle regarda Charles droit dans les yeux. Votre Majesté, si nous laissons cela se poursuivre sans contrôle, c'est elle et William qui en subiront les conséquences les plus graves. Ces derniers mots résonnèrent dans la pièce comme un son feutré. William ne leva pas les yeux, mais son silence s'accentua. Chacun comprenait ce que Camilla voulait dire. La tension qui pèse sur l'un des conjoints influence inévitablement l'autre. Et William, sur le point d'hériter non seulement du trône, mais aussi d'une nouvelle ère d'attente royale, ne pouvait assumer simultanément les rôles d'héritier de la couronne et de rempart contre une tempête médiatique incessante sans que quelque chose ne cède. Charles prit finalement la parole, d'une voix basse. « Quelles sont nos options? » Ce n'était pas la voix d'un roi dominant l'Assemblée. C'était la voix d'un père confronté à une vérité qu'il aurait préféré ignorer. Le secrétaire particulier exposa 3 pistes envisagées par le palais. La première option consistait à intensifier la communication autour de Catherine en fournissant davantage d'explications sur ses changements d'emploi du temps. Mais cela risquait d'alimenter les spéculations. La deuxième était de réduire discrètement sa charge de travail en espérant que le public ne s'en aperçoive pas, mais ce n'était déjà pas le cas. La troisième option, celle que personne n'osait évoquer ouvertement, était une reconnaissance publique et formelle du besoin pour Catherine de se retirer indéfiniment de ses fonctions royales.
William prit alors la parole, d'une voix maîtrisée mais grave. « Elle ne peut pas continuer comme ça, dit-il. Pas en l'état actuel des choses. » Il prit une profonde inspiration. « Et je ne permettrai pas qu'elle soit détruite par les attentes. » Kesmotes était empreint de gravité, un mélange d'amour, de devoir et d'une protection farouche qui fit comprendre à tous les présents que la décision était déjà prise dans le cœur de William. Anne hoqua la tête une fois, d'un air ferme et encourageant. « Alors nous devons agir maintenant, » ajouta Camilla, avant que le discours public ne nous échappe davantage. Charles regarda la table, puis son fils. Le conflit qui le déchirait était évident. Monarque et père, devoir et émotion, passé et avenir, tout cela tirait dans des directions opposées. « Si nous faisons cela, dit-il doucement, nous devons le faire avec dignité et avec clarté. » William soutint le regard de son père. « Alors c'est exactement ce que nous ferons. » Et à cet instant précis, sans cérémonie ni proclamation, l'avenir de la monarchie bascula. Le point de rupture était atteint, non pas par un scandale, ni par le déshonneur, mais par la prise de conscience que même la figure la plus aimée ne pouvait plus supporter le poids écrasant des attentes. Et que, pour une fois, l'institution allait devoir céder, une décision que personne ne souhaitait prendre. La décision elle-même ne s'est pas prise d'un coup, mais s'est accumulée lentement au fil de journées qui semblaient plus froides et plus courtes que n'importe quel mois de novembre dont la famille royale se souvienne. Tout a commencé dans le silence entre les réunions, dans les pauses nocturnes, où William s'attardait devant le salon de Catherine, hésitant à frapper ou à la laisser se reposer, dans la façon dont Charles fixait plus longtemps que d'habitude ses dossiers, absorbant chaque détail tout en luttant contre la douleur qui lui brûlait les yeux. La première semaine de décembre est arrivée avec un vent glacial et avec lui le règlement de compte final qu'il était désormais impossible de reporter. Le palais se préparait, comme chaque année, à une série d'engagements hivernaux, mais l'absence du nom de Catherine sur les listes commençait déjà à susciter des interrogations parmi le personnel. William savait que ce silence ne pouvait durer et, par une soirée glaciale et tendue, il demanda à Catherine s'il pouvait s'entretenir en privé. Elle acquiesça d'un hochement de tête discret, le visage empreint de lassitude. Une lassitude qui ne résulte pas d'une seule semaine épuisante, mais de l'érosion lente de la paix au fil des mois. Ils étaient assis ensemble dans son salon privé à Windsor, une pièce baignée d'une douce lumière et remplie de livres familiers, un espace qui avait toujours été son refuge. Un long silence s'installa entre eux avant que William ne prenne enfin la parole. Sa voix était posée, mais tremblait légèrement, signe de l'émotion qu'il s'efforçait tant de maîtriser. Il lui raconta tout ce qu'il avait vu. Les retraits discrets, les rendez-vous reportés, la pression qui s'accumulait autour d'elle comme un étau qui se resserrait. Il parla de la réunion dans la salle 1844, de l'avertissement sans détour d'Anne, de l'inquiétude de Camilla, des rapports internes décrivant sa charge de travail comme insoutenable. Il lui confia sa crainte que les attentes de la couronne ne la consument au point qu'elle n'ait plus la force de les supporter. Puis il prononça les mots qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute auparavant. « Tu n'as plus à porter ce fardeau. » Catherine écouta en silence, les mains posées sur ses genoux, le regard fixé non pas sur William, mais au loin, comme si elle cherchait à rassembler ses pensées pour exprimer une vérité qu'elle pourrait enfin formuler. Lorsqu'elle parla, sa voix n'était plus qu'un murmure. Elle lui confia qu'elle aimait son travail, les gens qu'elle rencontrait, et le sentiment d'utilité qu'elle éprouvait en représentant son pays. Mais elle lui expliqua aussi, lentement, douloureusement, qu'elle ne parvenait plus à concilier devoir et épanouissement personnel. Elle décrivit le poids croissant des attentes du public, le cycle incessant des spéculations, l'omniprésence du regard public qui s'était immiscé dans chaque aspect de sa vie. Elle a admis que la pression avait commencé à envahir ses moments de calme, ces espaces où elle puisait autrefois des forces.
Ça ne s'arrête plus, a-t-elle murmuré, la voix légèrement brisée. Même chez moi, même au calme, ça me poursuit. William lui prit la main et elle la lui laissa faire. Leurs doigts s'entrelacèrent comme ils l'avaient fait d'innombrables fois auparavant, mais cette fois, le geste lui parut plus lourd, presque fragile. Il lui dit que son bien-être importait plus que n'importe quel devoir royal, plus que n'importe quelle attente du public, plus que n'importe quelle tradition à laquelle le palais pouvait s'accrocher. Il lui dit qu'il la soutiendrait quelle que soit sa décision. C'est alors, dans la chaleur de cette pièce faiblement éclairée, que Catherine se permit enfin de prononcer les mots qui lui avaient été si longtemps retenus. Elle lui dit qu'elle avait besoin de prendre du recul, non pas temporairement, non pas discrètement, mais définitivement et pour toujours. Elle le dit sans culpabilité ni excuse, mais avec le courage tranquille de celle qui avait atteint ses limites et comprenait que sa vie ne pouvait plus avancer sans accepter cette vérité. William lui prit la main et hocha la tête, les yeux embués d'émotion. La décision était déchirante, mais nécessaire, et elle portait en elle une forme de soulagement, la reconnaissance qu'il ne pouvait plus prétendre que ce fardeau était supportable simplement parce que le monde l'exigeait. Le lendemain matin, William demanda à s'entretenir en privé avec Charles. Ils se rencontrèrent dans Tymcomet dans le bureau du roi à Clarence House, la pièce éclairée par la faible lueur hivernale qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Charles écouta en silence William expliquer la décision de Catherine et son soutien. Lorsque William eut terminé, un long silence pesant s'installa dans la pièce. Charles posa les mains sur le bord de son bureau, se penchant légèrement comme un père se penche sur un moment qu'il espérait ne jamais vivre. Il ne posa qu'une seule question. En est-elle certaine? Et William acquiesça. Charles ferma les yeux un instant, et lorsqu'il les rouvrit, il y lut un mélange de tristesse et de compréhension. Il avait vu Catherine étudier la monarchie durant certaines de ses périodes les plus tumultueuses, l'avait vue s'épanouir dans un rôle exigeant une grâce quasi constante, et avait compté sur sa force tranquille d'innombrables fois. Mais il était aussi assez âgé, assez sage et assez humain pour savoir que même la plus forte des personnalités ne peut porter un fardeau indéfiniment. « Alors nous la soutiendrons », déclara Charles, avec une fermeté qui le surprit lui-même. « Nous la protégerons. » L'étape suivante consistait à rédiger le communiqué. Les collaborateurs se sont réunis tard dans la nuit, débattant des termes avec la délicatesse de ceux qui manipulent quelque chose de précieux et de fragile. Trop vague, et le récit se perdrait dans les spéculations. Trop détaillé, et la vie privée de Catherine serait bafouée. Trop émotionnel, et cela paraîtrait défensif. Trop formal, et cela paraîtrait froid. Guillaume rejeta projet après projet, supprimant les formulations sensationnalistes et insistant sur la dignité et la clarté. Charles ajouta une phrase sur la responsabilité et insista sur une formule soulignant les années de service de Catherine. Camilla les a exhortés à privilégier le ton à l'explication. À la fin de la soirée, la version finale était rédigée. Brève, solennelle et fondée sur la vérité. Ce n'était pas l'annonce que quiconque souhaitait faire, mais c'était celle que la situation exigeait. Lorsque les dernières modifications furent approuvées et les signatures finales apposées, William contempla la page imprimée, partagée entre l'épuisement et la détermination. Une limite avait été fixée, non par colère, ni par scandale, mais par amour, par souci de protection et par la conviction que la monarchie ne pouvait plus exiger de Catherine plus que ce qu'un être humain est en droit d'attendre. Le monde réagit. Les heures qui suivirent l'annonce de 7h08 s'écoulèrent dans un silence glacial, comme si le pays tout entier retenait son souffle sans s'en rendre compte. Les rédactions, brusquement sorties de leur routine, furent plongées dans l'urgence, les présentateurs s'efforçant de comprendre ce simple paragraphe qui avait frappé comme une prise de conscience nationale. Dans les rues de Londres, les passants s'arrêtèrent net, les écrans affichant le titre de l'actualité en direct.
Dans le métro de la Victoria Line, une femme murmura « Ce n'est pas possible », tandis qu'un homme âgé, devant Charing Cross, chuchota « S'ils l'ont formulé comme ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. » Partout au Royaume-Uni, les lignes radio furent instantanément saturées. Certains auditeurs exprimaient leur incrédulité, d'autres leur tristesse, tous pressentant que la formulation abrupte du communiqué annonçait un tournant irréversible. Les commentateurs de la BBC ont analysé la formulation avec une précision chirurgicale, soulignant que le palais n'avait donné aucune indication de retour, aucun calendrier rassurant, seulement l'affirmation indubitable de la permanence du mot « indéfiniment ». La réaction internationale fut tout aussi rapide. À New York, malgré l'heure matinale, les chaînes de télévision interrompirent leur programme. CNN a fait son annonce en quelques minutes, tandis que les journalistes de CBS ont qualifié le message d'annonce royale la plus importante depuis des années. Le public américain, qui suivait de près le parcours de Catherine, a réagi avec une grande empathie, même si la discrétion du palais rendait sa compréhension quelque peu ambiguë. Parallèlement, les spéculations ont fusé sur les réseaux sociaux, donnant naissance à des théories que le palais n'avait aucune intention de commenter. Les diplomates à l'étranger ont commencé à solliciter des directives auprès du ministère des Affaires étrangères, inquiets des répercussions que ce changement soudain de représentation royale aurait sur les engagements internationaux à venir. La réponse qui leur a été apportée fut concise et sans appel. L'affaire était personnelle, définitive et ne donnait lieu à aucune autre explication. Au sein de la famille royale, l'impact émotionnel s'est fait sentir discrètement. La princesse Anne a honoré son engagement dans le Somerset avec sa fermeté habituelle, mais ceux qui l'ont vue ont remarqué une détermination accrue, comme si sa simple présence renforçait la stabilité. Camilla a passé la majeure partie de la journée en privé, réfléchissant à la gravité du changement et à son impact émotionnel sur Charles. Elle avait plaidé pour le soutien à Catherine, mais la réalité de son absence pesait encore lourdement sur elle. Pour Charles, l'annonce fut plus difficile à encaisser qu'il ne l'avait imaginé. Il s'acquitta de ses devoirs, mais son entourage percevait la douleur qui se cachait derrière son calme apparent. Il comprenait l'importance de Catherine, non seulement pour l'image publique de la couronne, mais aussi pour le climat familial. Quant à William, il se retira complètement de la vie publique. Il ne s'adressa à aucun journaliste, ne fit aucun commentaire ultérieur et n'assista à aucun point de presse. Son silence était délibéré, un bouclier pour Catherine, un message au monde entier. Le palais ne tolérerait aucune spéculation et ne nourrirait pas l'insatiable soif de réponse. Le soir venu, le pays sombra dans un calme feutré. Les lumières du palais scintillaient sur le ciel qui s'assombrissait. Les présentateurs des journaux télévisés adoucissaient leur ton et les familles de tout le pays prenaient conscience que l'absence de Catherine ne laisserait pas seulement un vide. Elle modifierait en profondeur l'institution elle-même. Et pour la première fois depuis longtemps, la monarchie semblait indéniablement humaine. La leçon du silence. Alors que la nuit tombait sur Londres, le poids du jour ne s'estompait pas, mais s'intensifiait, s'étendant sur la ville comme une longue ombre projetée par une vérité trop lourde pour être ignorée. À l'intérieur du palais, le calme installé était différent de celui du matin. C'était plus dense, plus contemplatif, de ceux qui suivent une prise de conscience plutôt que de la précéder. L'annonce avait fait plus que confirmer le retrait de Catherine. Elle avait forcé la monarchie et le public à se confronter à une vérité qu'ils avaient longtemps ignorée. Même la figure la plus sereine, la plus gracieuse, la plus imperturbable a des limites, et ces limites importent plus que les traditions qui les entourent. Pendant des années, Catherine avait incarné l'idéal de la monarchie moderne, disciplinée mais chaleureuse, présente mais ancrée dans la réalité, en présence du public mais profondément discrète.
Sa présence rassurait non seulement la famille, mais aussi la perception même de la monarchie, et c'est là que résidait le cœur de la tragédie. L'institution s'était tellement appuyée sur sa stabilité pendant si longtemps que son retrait révéla l'immense fardeau qu'elle portait. Le silence qui a entouré sa décision est devenu une leçon en soi. Toute absence n'est pas un vide. Parfois, c'est la définition même d'une limite enfin établie. À Windsor, William resta longtemps assis seul après le crépuscule, méditant sur le prix que Catherine avait payé pour son dévouement. Il savait que le monde parlerait d'un tournant, mais pour lui, c'était quelque chose de plus personnel encore. Un rappel que le devoir ne vaut rien s'il consume ceux qu'il aime. Son silence public n'était pas de la distance. C'était une protection. C'était une façon de faire comprendre au monde entier que la paix de Catherine ne serait plus négociable. Charles, lui aussi, sentait la leçon s'imposer à lui avec une clarté presque douloureuse. Il avait vu la monarchie survivre à des décennies de troubles, mais ce moment l'avait touché au plus profond de son être, à cette part de lui qui comprenait la lutte sous le masque de la sérénité, qui reconnaissait le prix à payer pour être constamment attendu en vain pour la stabilité. La réflexion du roi ce soir-là ne portait ni sur le protocole, ni sur les apparences, mais sur l'humanité et sur la facilité avec laquelle les institutions oublient ceux qui les font tenir. Anne, imperturbable comme toujours, continuait d'accomplir ses devoirs avec une grâce disciplinée, et pourtant, même elle comprenait que le retrait de Catherine symbolisait quelque chose de plus profond, un changement de cap au sein de la monarchie. Pendant des années, ils avaient de fonctionner selon le principe que l'endurance était le prix du devoir. À présent, on leur démontrait, sans équivoque, que l'endurance a un avantage et que Catherine l'avait atteint. Partout dans le pays, dans le calme qui suivit l'annonce, les gens méditèrent sur un itmaïten, sur leur propre vie, non pas sur la royauté ou les titres, mais sur cette simple vérité. Même les plus forts d'entre nous doivent parfois se mettre en retrait pour préserver leur authenticité, au-delà des exigences et des exigences du monde. Et c'est peut-être là que réside toute la profondeur de l'histoire. La retraite de Catherine n'était pas une défaite, mais un rappel, valable bien au-delà des murs du palais, que la stabilité fondée sur le silence ne peut durer, et que prendre soin de ceux qui nous entourent n'est pas une option. Tandis que les lumières s'éteignaient dans les palais et que le pays sombrait dans le calme, une vérité demeurait. Ce moment restera gravé dans les mémoires, non pour son faste, mais pour son humanité. Et c'est parfois le genre de tournant dont une nation a besoin. Dans les jours à venir, le palais retrouvera peut-être son rythme habituel, mais cet instant demeurera comme un rappel que même ceux qui semblent inébranlables portent des fardeaux invisibles. Merci d'avoir regardé, d'avoir réfléchi et d'avoir fait preuve de grâce en ces temps incertains. En attendant la suite, restez bienveillants et attentifs.